La semaine dernière, nous étions à Alger, parce que certains de vous étaient là pour parler de Nadouba. Et ce soir, nous serons plutôt au Caire pour parler de ce fameux congrès du Caire de 1932. Et donc, pour en parler, pour parler des enregistrements plus précisément, on a le plaisir d'inviter Jean Lambert. Donc, Jean Lambert, vous êtes ethnomusicologue. Voilà. Votre spécialité, c'est plutôt donc, les musiques arabes et plus particulièrement la péninsule arabique, le Yémen, le Liban, mais aussi donc l'histoire de la musique arabe. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche en ethnomusicologie alimentaire. Voilà. Et vous êtes le collaborateur principal, le maître d'œuvre de ce beau coffret ici, donc, qui recense l'ensemble des enregistrements qui ont été faits lors de ce congrès. Vous pourrez, à la fin de la conférence, si vous voulez, aller jeter un coup d'œil. Et même si certains d'entre vous sont inscrits à la médiathèque, et s'ils ont leur carte de médiathèque sur eux, on a un exemplaire qui est empruntable, que vous pouvez partir avec si vous le souhaitez. Voilà, Monsieur Lambert, je vous laisse parler. Merci beaucoup. Là, je remercie vivement la médiathèque de cette invitation qui va permettre donc, de parler effectivement de cette grosse publication. Et de faire connaître ces musiques anciennes qui méritent vraiment d'être connues. Donc effectivement ce congrès, c'est intégral des enregistrements du congrès de musique arabe du Caire de 1932 était vraiment nécessaire. Il était vraiment nécessaire de la publier parce que ce congrès, bien sûr, donc événement scientifique en 1932, était un événement très important sur le plan à la fois musicologique, mais aussi identitaire, politique, culturel. Et d'autre part, il y avait eu à l'époque des enregistrements effectués pendant donc, le congrès, avec des troupes musicales qui venaient à la fois d'Égypte, mais aussi d'Irak, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, et même de Syrie et de Turquie. Ces enregistrements, disons, comme on était au début des années 30, ils représentent en fait un témoignage d'un état de la musique arabe qui ensuite a beaucoup évolué, en partie d'ailleurs à cause du congrès lui-même, et puis en grande partie aussi parce que il y avait une évolution des techniques, d'enregistrement, évolution des modes musicales, les usages de certains instruments donc nouveaux ont été intégrés aux orchestres arabes, et donc la musique s'est mise à sonner assez différemment. Et puis bien sûr il y a eu aussi dès le début des années 30, fin années 20, début des années 30, des grands compositeurs égyptiens comme Mohamed Abdel Wahab et Assabji par exemple, qui ont écrit aussi pour Kalsoum. Et donc là il y a eu véritablement une révolution esthétique qui a changé complètement la musique arabe. Donc ce qui est intéressant avec ces enregistrements de 1932, c'est que nous avons un témoignage donc historique de l'état de la musique arabe à l'époque. Alors, je ne m'étendrai pas beaucoup sur le congrès lui-même, parce que c'est un sujet extrêmement riche. Je vous rappelle simplement qu'il y avait eu une rencontre donc, organisée par le roi d'Égypte, qui s'appelait Fouad Ier à l'époque, et qui réunissait des musicologues égyptiens et puis des musicologues occidentaux, dont de nombreuses personnes très connues, des personnalités, notamment Béla Bartók par exemple, et des musicologues allemands comme Kurt Sachs, un historien très important comme Henry George Farmer. Et tout ça d'ailleurs avait été aussi beaucoup préparé par un grand musicologue franco-britannique qui s'appelait le baron Rodolphe d'Erlanger, qui était installé à Tunis
mais qui, étant malade, n'avait pas pu venir, donc en 1932. Les discussions ont eu lieu donc au Caire pendant 3 semaines, donc c'est pour vous dire que c'était vraiment un événement très important. Parmi les nombreuses commissions, il y avait une commission de l'échelle, une commission des manuscrits, une commission des rythmes, etc. Et il y avait une commission des enregistrements. Commission des enregistrements qui était présidée aussi par une personnalité très importante qui s'appelait Robert Lachmann, qui était un musicologue allemand qui était déjà arabisant, qui avait travaillé en Tunisie, qui a ensuite fait des enregistrements en Égypte et qui ensuite a dû fuir l'Allemagne en 1933 puisqu'il était juif, il est parti à Jérusalem et là il a eu aussi une grande carrière encore différente. Donc voilà, c'est pour vous dire que ce colloque ou ce congrès de 1932 était vraiment un carrefour pour de nombreuses personnes, à la fois artistes et chercheurs et scientifiques et musicologues. Alors sur le congrès du Caire, il y a eu déjà beaucoup de choses. Ce coffret n'arrive pas tout seul comme ça. Il y a eu notamment un colloque qui avait été organisé à la fin des années 80 au CEDEJ du Caire, le centre de recherche français au Caire, par Sherazade Hassan, une musicologue irakienne, ensuite qui a été publié donc, en 1992. Voilà, il y a déjà donc, beaucoup d'informations sur ces enregistrements, mais aussi sur d'autres aspects du congrès. Et puis il y avait eu un petit coffret qui a été publié en 1988 et que certains d'entre vous connaissent certainement, qui avait déjà été publié en fait par deux musicologues franco-levantins, disons, donc Christian Pochet et Bernard Moussali. Alors c'était seulement un petit coffret de 2 CD, donc à l'Institut du monde arabe et déjà à la Bibliothèque nationale de France. Et en fait le coffret que j'ai publié à la Bibliothèque nationale de France en 2015, c'est un peu la suite de ce travail puisque j'ai repris en fait la documentation de Bernard Moussali lui-même, qui malheureusement est décédé en 1996 et donc n'a pas pu achever ce travail qu'il avait largement entamé dans le cadre d'une thèse de musicologie qu'il préparait. Donc voilà, en gros, l'historique des publications qui se sont faites sur ce sujet. Et je dois rendre aussi hommage à Cherif Reznadar, l'ancien directeur de la Maison des Cultures du Monde, qui, en 2007, alors que j'avais présenté une petite présentation dans un colloque sur le même sujet, a décidé de soutenir donc la publication, cette publication-là, qui évidemment demandait à la fois un financement assez important et un montage institutionnel, puisqu'il s'agissait donc d'enregistrements qui étaient déposés à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, au département audiovisuel, mais qui étaient là depuis très longtemps et qui avaient été numérisés, mais que personne n'avait encore jamais réussi ou osé publier dans leur intégralité. Et donc, Cherif Reznadar, non seulement a pris contact avec la BNF, mais surtout il a pris des contacts dans le monde arabe, ce qui nous a permis en fait d'obtenir un financement de l'Émirat d'Abu Dhabi. Et c'est ça qui a été décisif en fait pour permettre l'édition de ce coffret. Alors, les enregistrements faits en 1932, alors comme je vous l'ai dit, il y avait une commission des enregistrements. Les enregistrements, ça n'a pas été facile de les faire parce que c'était une grosse opération. L'idée venait du baron d'Erlanger essentiellement. Et il avait demandé au Musée de la Parole à Paris s'ils pourraient faire les enregistrements eux-mêmes.
Et à l'époque, les responsables du musée de la parole avaient réfléchi, puis après ils s'étaient excusés parce qu'ils avaient trouvé que c'était beaucoup trop important et qu'ils n'auraient pas le matériel ou les forces humaines pour le faire. Alors finalement, ça a été la compagnie Gramophone, donc compagnie britannique, qui a été sollicitée pour donc faire ces enregistrements. Il y avait notamment un représentant égyptien de la compagnie qui s'appelait Mansour Awad, qui était lui-même musicologue, donc il était motivé, et puis ils ont fait venir des ingénieurs du son d'Angleterre, exprès. Donc vous avez ici un exemple de rondelle de disque 78 tours. Il y a eu donc environ 78 tours, 170 disques enregistrés, et ce qui représente à peu près 360 faces, parce qu'il y avait quelques disques unifaces et la plupart plutôt double face. Et donc voilà, c'est la compagnie Gramophone qui a fait les enregistrements. Très bons enregistrements, comme vous allez le voir, et déjà en 1932, par chance, on venait d'inventer et de commercialiser l'enregistrement électromagnétique ou électrique, ce qui était une nouveauté qui permettait d'avoir un son bien meilleur que les enregistrements des années 20. Donc ça, c'est une chance. Et donc, pour notre bonheur, ça leur donne une certaine qualité. Les enregistrements sont pour moitié à peu près de musique égyptienne, donc c'est bien normal. Les Égyptiens donc voulaient absolument enregistrer une grande partie de leur patrimoine qu'ils considéraient comme classique ou quelque chose comme ça. Donc on va les écouter, les Mouachahat, les Dor. Et puis, grâce à Robert Lachman, on a aussi réuni des musiciens populaires, parce que ça, c'était pas vraiment prévu au programme. Mais bien sûr, les musicologues allemands, eux, étaient plus intéressés en fait par la musique populaire. Et donc, ils ont demandé, et heureusement, il y avait des groupes qui étaient essentiellement présents au Caire. Donc, on n'a pas vraiment fait venir des gens de l'extérieur, sauf un groupe, mais qui était en fait venu là pour des raisons politiques. Et donc, on a, disons, on a eu à peu près 7 disques de musique profane, de musique savante, et puis un disque quand même complet de musique profane, de musique populaire, pardon, et 2 disques de musique religieuse. Donc cela nous fait environ, sur les 18, il y a 9 disques égyptiens, 3 disques de musique irakienne. Alors là, c'est tout à fait remarquable parce que c'était un soliste extraordinaire qui s'appelait Mohamed El-Khoubanji, avec également un panel d'instrumentistes autour de lui tout à fait remarquable. Et puis, donc ça c'est 3 disques, et le Maghreb, bien représenté quand même, avec en gros 1h30 à 2 heures de musique pour chacun des 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie. Mais bien sûr, je vais rentrer dans les détails dans un instant. Alors, pour ce qui est... on peut regarder aussi quelques images. Donc voilà, une petite impression des participants au congrès du Caire. Là, ce sont essentiellement les scientifiques, donc vous ne voyez pas les musiciens, là, mais on va les voir plus tard. Et voilà, justement, les musiciens de l'orchestre de l'Institut de musique orientale du Caire. Alors, cet institut de musique orientale est très intéressant parce qu'il avait été créé dans les années 20, plutôt comme une association au départ. Ensuite, le roi Fouad leur a fait construire un local donc, qui est rue Ramsès, dont on voit un petit aperçu, qui est un local un peu néo-ottoman, absolument magnifique. Et donc cet institut de musique orientale a été ensuite rebaptisé en 1933 Institut de musique arabe
donc à la place de musique orientale. Et ça, c'est tout à fait symptomatique parce que pendant toute cette période, donc avant en fait les années 30, on ne parle pas de musique arabe ni en Égypte ni quasiment ailleurs, on parle de musique orientale. Et donc le congrès de musique arabe du Caire, c'est en fait déjà une révolution au niveau de la terminologie. Le mot arabe vraiment s'installe à la place du mot oriental, naturellement parce que c'était l'époque du nationalisme, de la lutte anticoloniale, donc toute cette dimension-là qui s'installe à travers le congrès de musique arabe. Et donc, vous voyez là donc l'ensemble de Mustapha Al-Arqad, qui est lui-même au centre, qui joue du daf, et donc un ensemble assez important, puisqu'il y a 3 kanouns. Par contre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de violons, donc c'est encore une période où il n'y a pas énormément de violons, mais par contre, il y a un cello. Alors, il y a aussi un kemanche, enfin, ou un rabat plutôt, petite vielle traditionnelle, mais je ne suis pas sûr qu'on l'utilisait, donc j'ai l'impression que ça c'était juste pour la photo. Mais il faut le savoir, parce que par exemple, on ne l'entend pas du tout dans les enregistrements. Et alors, les musiciens, ces musiciens-là, certains de ces musiciens-là, parce qu'en fait pas tous, accompagnent les 2 premiers enregistrements que nous allons écouter de musique égyptienne. Alors, nous allons donc d'abord écouter, bon, j'espère que j'aurai le temps de passer un maximum de musique. Je regarde un peu là. Bon, j'ai 10 extraits à écouter, bon, on va voir. Alors, premier exemple, c'était les mouachars, qui étaient des pièces traditionnelles, du chant strophique, une poésie strophique, un chant choral, que les musicologues égyptiens considéraient comme vraiment typique de la musique classique arabe. On n'utilisait pas encore ce mot classique, mais c'était quand même l'idée. Et donc ils tenaient absolument à les enregistrer, donc ils en ont enregistré plus de 2 heures, donc c'était vraiment important. C'était promu par cet institut de musique orientale, et donc le soliste qui a été choisi s'appelait Darwish El-Hariri. Et bon, ça a posé quelques problèmes parce que on ne sait pas encore vraiment le fin mot de l'affaire, mais vous allez voir, il n'a pas une voix extraordinaire. Peut-être qu'il était déjà assez âgé, mais bon, c'est un témoignage, et même dans la mesure même où cet enregistrement n'est pas parfait, loin de là, c'est un document qui montre aussi les choix qui ont été faits à l'époque par les musicologues égyptiens. Alors, je vous fais écouter cet enregistrement de Darwish El-Hariri, Naïm El-Khad. Vous entendez, il y a un qanoun, là, donc un de ces 3 qanouns, je ne sais pas lequel. Et le percussionniste, c'est très probablement Mustapha Al-Arqad avec son daf. Voilà donc Darwish El-Hariri. Alors les mouachars, c'est une forme très intéressante qui demanderait beaucoup de commentaires parce que ils ont été au départ créés en Andalousie musulmane,
avec un apport juif sûrement très important à l'époque. Ensuite, ils sont passés en Égypte au Moyen-Âge. Après, ils ont dû certainement circuler jusqu'en Syrie et revenir en Égypte au XIXe siècle. Donc, on dit musique classique, mais en fait, voilà, il y a eu énormément de voyages. Alors, c'était peut-être pas le voyage de Ibn Battuta, mais ça circulait beaucoup déjà à l'époque. Et bien sûr, l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui ou qu'on s'en faisait dans les années 30 était un peu problématique parce que justement le nationalisme avait tendance à simplifier les choses et à effacer un peu tous ces parcours complexes historiques. Alors, deuxième exemple de musique profane, savante, égyptienne, très important. Il s'agit de Daoud Hosni. Alors, vous allez voir aussi. Alors, ça, c'était Mustapha Rida, c'était le président de l'Institut de musique orientale. Voilà Darwish El-Hariri, que vous venez d'entendre. Donc, c'était un en habit populaire, donc contrairement à la plupart des autres intervenants. Et voilà, non, c'était celui-là. Voilà le prochain, Daoud Hosni. Alors, Daoud Hosni, compositeur très important. Donc, il était, alors par chance, lui, il était vivant et présent au Caire. Et donc, alors il composait essentiellement ce qu'on appelait des doves, qui sont des formes également strophiques, mais à la différence des mouachars, c'est beaucoup plus composé. Il y a, disons, on sent que déjà la culture musicale moderne est en train de pénétrer vraiment dans la création, et donc les formes du dove sont très composées. Il y a une partie sur une strophe ou un couplet sur une partie de l'échelle musicale, ensuite une deuxième strophe chantée sur une deuxième partie de l'échelle. Donc voilà, ça monte, ensuite ça descend. C'est donc un mode de composition très moderne, mais en même temps qui était né, disons, au milieu du XIXe siècle. Donc dans ce qu'on appelle la tradition kédiviale, c'est-à-dire ces musiciens qui étaient protégés par les kédives d'Égypte. Et donc cette création, ce style remonte à peu près à la moitié du XIXe siècle avec le grand compositeur Mohamed Othman. Donc ici vous avez Daoud Hosni qui lui va mourir peu de temps après, en fait en 1937. Grand compositeur, donc fécond, aussi remarquable, il était juif, donc, et ça c'est très important parce que les juifs égyptiens ont beaucoup contribué à la vie de la musique égyptienne donc au début du XXe siècle. Vous connaissez aussi Zaki Mourad, Leila Mourad, il y en a beaucoup d'autres. On remarque d'ailleurs qu'il y a beaucoup de chanteurs en Égypte, juifs, alors qu'en Irak, c'était plutôt des instrumentistes. Ça, on le verra tout à l'heure. Et donc, Daoud Hosni était vraiment une vedette. Il a énormément enregistré. Et là, nous allons entendre le dove qui s'appelle Farid El-Mahassin Ban, celui qui a une beauté unique, est apparu.
parce que elle est très importante, mais il y a aussi tellement d'autres choses. Et donc je vais passer immédiatement à la musique populaire. Là vous avez juste une image du fils de Saïd Darwish, donc, qui a chanté les compositions de son père aussi. Et on arrive donc à Mohamed Effendi El Arabi, que vous voyez là en portrait, et que vous voyez ici avec son groupe, avec des instruments, au moins un instrument assez peu connu, qui s'appelle l'Arroul, vous voyez qui est ici, et qui est un instrument très ancien. Donc c'est une clarinette en roseau double, mais dans la partie basse, vous voyez qu'il y a un tuyau supplémentaire qui sert de bourdon et qui sert peut-être d'appui aussi. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un instrument très très ancien, puisqu'on en trouve sur les bas-reliefs égyptiens. Alors, le groupe de Mohamed Arabi, c'était un ensemble populaire citadin. Donc, il joue des airs qui sont un petit peu à la limite entre, disons, musique citadine et musique populaire de la campagne. Donc avec l'alrôle, il y a aussi une flûte que vous voyez qui s'appelle la tarola. Et la percussion, et Mohamed Arabi qui chante, ainsi qu'un petit choriste. Vous allez voir que les sonorités sont très intéressantes. Alors, je vais aussi passer rapidement, mais quand même, on va faire un petit détour, enfin, c'est pas un détour, on va quand même passer par un groupe de femmes, puisque heureusement, il y avait quand même un groupe de femmes parmi tous ces groupes d'hommes. Il s'agissait donc d'une chanteuse qui s'appelait Anoussa El-Masriya, et qui faisait partie de ces fameuses almées que les orientalistes ont beaucoup célébrées dans leurs écrits. Donc ces almées qui en arabe s'appellent el-alima, qui d'ailleurs sont souvent confondues avec les rawazis, qui sont les gitanes qui dansent plutôt dans la rue et qui sont connus pour avoir des mauvaises mœurs. Les alimat, les almées, c'était plutôt simplement des musiciennes professionnelles qui jouaient dans les mariages et pour les femmes. Et donc là aussi c'est un témoignage quand même tout à fait unique, parce qu'on n'a pas d'autres témoignages à ma connaissance de alimat de cette époque, sauf peut-être dans les enregistrements de Lartman, qu'il a fait ensuite, juste après le congrès. Il est allé en Haute-Égypte enregistrer beaucoup de musique.
mais malheureusement, on n'a pas encore accès à ces enregistrements-là. Donc voilà, là, il s'agit d'un chant de mariage qui s'appelle Yatalat el Badr el Munir, Ô montée de la pleine lune éclairante. Donc c'est typiquement le style de la poésie des chants de mariage. Je crois que je suis dessus. Non, si c'est ça. Elle s'accompagne bien sûr avec un grand tambour sur quatre dans le Taj. On sent qu'il y a une tradition aussi de cet instrument qui est très ancienne. Alors de là, nous allons passer aux musiques sacrées. Donc exemple très intéressant, au Caire, donc en 1932, il y avait encore une confrérie Maolawiya qui était donc confrérie plutôt d'inspiration turque ottomane, et ensuite elle va complètement disparaître. Donc là aussi c'est un témoignage tout à fait important et unique. Donc la confrérie Maolawiya, comme vous le savez, descend de Jalal-ed-Din Rumi, le grand poète et mystique anatolien. Et ce qui est intéressant, c'est dans ces enregistrements-là, c'est donc d'une part, vous allez entendre le naï joué par Ali Darwish, un grand musicien et musicologue syrien qui avait lui-même été formé en Turquie. Et d'autre part, on entend chanter donc à la fois en turc, en persan et en arabe. Donc c'était là aussi complètement une autre époque, puisque ces langues-là ont été en grande partie mises de côté par le nationalisme. Ensuite, ça a totalement disparu. Donc la confrérie Maolawiya avec Ali Darwish. Amen.
Voilà, donc la confrérie Maolawiya. Et nous allons enfin terminer avec l'Égypte, avec une messe copte qui avait été enregistrée, là aussi presque dans son entièreté. Donc, et c'est une messe de Bach, donc un document vraiment unique. C'est la première fois qu'on enregistre une messe copte quasiment en entier. On a presque une heure. Voilà le chantre, hein. Mikhail El-Battanouni. C'est le personnage âgé, bien sûr, hein, pas ce jeune. Voilà, donc peut-être, puisque nous avons terminé l'Égypte, nous avons ensuite à parler, à écouter de l'Irak, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Je ne sais pas si vous voulez éventuellement réagir, ça ne pose pas de problème pour l'enregistrement, on peut faire ça. Si vous voulez réagir un petit peu sur l'Égypte, qu'après on va aller totalement ailleurs, ça serait intéressant de... J'aurais aimé savoir quel a été le rôle de Boulsoum et Mohamed Abdelwahab pendant le congrès. On dit que Abdelwahab a guidé le... Non, alors il a été présent, bon pas très présent, mais il a été présent à certaines inaugurations. Et Kalsoum commençait déjà sa carrière, donc elle était déjà assez connue. Et elle a fait un récital à l'Opéra du Caire, pas accompagné, mais à côté des autres musiciens que vous entendez, enfin certains de ces groupes, pas tous bien sûr. Et il y a eu donc des festivités à l'Opéra du Caire et elle a chanté à cette occasion. Elle n'a pas été enregistrée? Non. Non, la commission des enregistrements avait délibérément choisi d'enregistrer des musiciens traditionnels. C'était un choix méthodologique, disons, pour documenter la musique ancienne. Je voudrais faire une petite observation, c'est avec l'argot, la flûte qui est utilisée, c'est un ney, c'est pas une kawala. La kawala est très très utilisée en Égypte, mais dans ce cas-là, sur la photo, c'est un ney à cause de la position des mains, parce que je joue les deux, alors je connais bien.
Oui, merci. C'est le ney. Qui peut être joué aigu aussi, d'ailleurs. Ouais. Il monte très haut, le ney, Ouais. si on veut. Ah, merci de cette remarque, Jean-Louis. Effectivement, oui, ça ne t'a pas échappé. Moi, ça m'avait échappé, très honnêtement. Mais ça sera un sujet de recherche pour l'avenir, effectivement, très intéressant. On a une collègue française qui travaille au Caire sur la Khawala, donc ça sera intéressant de discuter avec elle aussi. On aura sûrement l'occasion de le faire ensemble. Moi j'en fais des Khawala aussi. Oui, je sais aussi. Donc la flûte longue à double, c'est ça un rôle. La rôle, oui, c'est l'instrument avec le tuyau allongé. Voilà. D'autres questions sur ces musiques égyptiennes? Est-ce qu'il y avait des Nubiens ou pas? Non, malheureusement, il n'y en avait pas. Tu veux continuer? Oui, Non, non, ça va. Non, il n'y en avait pas. Non, parce qu'on n'avait pas fait venir des musiciens exprès pour le congrès. Il y avait seulement des paysans de l'oasis d'El Fayoum qui, eux, sont venus parce qu'ils étaient venus, en fait, faire allégeance au roi après une révolte. Et donc, alors, ils les ont enregistrés. C'est très beau, d'ailleurs. Je n'ai pas le temps du tout de vous faire écouter, mais il y a un chant de guerre qui est chanté en l'honneur du roi, et puis également des chants de travail qui sont magnifiques. Monsieur. Juste en parlant des absents, il y a Seyd Darwish, je ne sais pas s'il était là, Kassarji aussi. Et puis je reviens juste à votre intervention, vous avez parlé d'un des musiciens, vous ne l'avez pas nommé, qui était là pour des raisons politiques. C'est ça, je parlais justement, je faisais allusion à ces gens d'El Fayoum qui étaient venus pour ça. Ouais. Par rapport à Darwish. Les autres, alors Darwish, il était mort en 1926, je crois, donc il ne pouvait pas être là, mais donc certaines de ses compositions ont été chantées par son fils Mohamed El-Bah. C'était pas génial d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà, ça a quand même documenté, c'était pas inutile. Et Kassabji, ça je ne sais pas, effectivement. Je pense qu'il était de toute façon dans la mouvance, disons, Mohamed Abdel Wahab, Kalsoum. Donc il n'intéressait pas beaucoup les musicologues, il était trop moderniste pour eux, très, très probablement. Oui, juste une remarque sur l'absence des instruments à cordes. On voit le oud partout, sauf que les violons, sauf en rare. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que la partition considère que l'emploi, le oud et d'autres instruments suffit? Oui, alors très certainement, il y avait des choix esthétiques qui, d'une part, si vous voulez, le qanoun était quand même utilisé comme base dans les enregistrements du début du siècle, beaucoup plus que le oud. Si vous écoutez Youssef El-Madiawawi, tout ce qui est qasida, improvisé ou même mesuré, c'est toujours le qanoun Salam Higazi, tous ces grands chanteurs des premières années du siècle sont vraiment accompagnés par du qanoun. Donc je pense qu'il y avait ce choix-là, c'est certain. Et l'absence des violons, oui, c'était nouveau aussi. Et c'était refusé par beaucoup de gens, par beaucoup de membres du Congrès en fait. Donc même l'Institut de musique orientale, il faisait des choix qui étaient plus ou moins modernistes, mais pas trop quoi. Et effectivement, il voulait, là il voulait quand même, disons, documenter des compositions anciennes dans un style ancien. C'était un choix vraiment méthodologique. Et bien sûr, au Congrès, on a beaucoup discuté de l'acceptation officielle du violon dans la musique arabe. Et d'ailleurs, ça a été accepté officiellement par le Congrès. Par contre, il y avait des discussions sur le violoncelle, sur d'autres instruments, mais le violon a été accepté. Et donc, à la suite de ça, alors je ne sais pas si c'est le fait, l'influence du Congrès lui-même
elle-même ou bien si c'était parce que de toute façon il y avait un courant pour le faire, mais ensuite effectivement on a vu très très vite les orchestres s'enrichir de nombreux violons, comme vous le savez après. Voilà. C'est trop nombreux. Certains le pensent. D'autres questions? Sinon on peut passer à la suite. Et puis on pourra revenir à l'Égypte bien sûr à la fin, puisque tout ça doit être pris dans l'ensemble, hein, bien entendu. Alors, puisqu'on voulait parler de la musique arabe, il fallait bien quand même inviter des Syriens, des Irakiens et des gens du Maghreb. On n'était pas allé jusqu'à inviter des gens de la péninsule arabique, mais je crois que là il y avait très peu de liens et ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc, en premier lieu, alors il faut dire que quand même le plus proche de l'Égypte c'était la Syrie, et malheureusement la Syrie a été en fait très mal représentée. On ne sait pas exactement pourquoi, il doit y avoir des raisons, peut-être multiples, puisque il y avait donc un groupe qui a été considéré comme trop moderniste. Alors vous voyez, on revient un peu à ce qu'on disait sur les violons et sur Kassabji et tout ça. Donc il y a seulement 2 petits enregistrements de Khanoun par un joueur de Khanoun syrien qui s'appelle Tarji. Bon, c'est pas extraordinaire, je n'ai pas choisi de vous le faire écouter. Mais effectivement, on peut se demander pourquoi la Syrie était si mal représentée, alors qu'on sait aujourd'hui que la musique syrienne traditionnelle est quelque chose d'extraordinaire et qu'on l'a découvert finalement beaucoup plus tard, puisque en France on l'a découvert dans les années 80-90. Mais c'était peut-être aussi parce que les musiciens syriens étaient moins faciles à joindre, je ne sais pas. Il y a aussi peut-être des problèmes politiques parce que la Syrie était sous mandat français, donc politiquement c'était le mandat français qui organisait la délégation syrienne. Alors vous pouvez imaginer que ça posait des problèmes politiques, administratifs et culturels. Toujours est-il donc que par contre on a eu une représentation irakienne vraiment très intéressante avec ce grand soliste Mohamed El-Koubbanji et des instrumentistes qui venaient en fait de 2 groupes. Il y avait un groupe totalement traditionnel qui était ce qu'on appelle le Chalri al-Baghdadi, c'est-à-dire l'ensemble de Bagdad, qui était donc composé essentiellement d'un santour et d'une vielle à pic. Alors vous allez voir, ça c'est un autre groupe de soufis égyptiens. Anoussa, Batanouni, donc le chantre copte. Et voilà le groupe irakien. Et donc on avait fait venir, donc vous voyez, le santour, qui est donc ici, joué avec des baguettes, et la vielle à pic. Et donc ça, c'était le Chalri Baghdadi traditionnel. Et puis, comme il y avait une influence égyptienne ou moderniste déjà sur la musique irakienne, on avait aussi un Khanoun et un oud qui venaient en fait d'un autre groupe. Et on a mis tous ces gens ensemble, et puis les 2 percussionnistes, donc eux étaient... il y a un plutôt traditionnel apparemment, puisqu'ils ne sont pas directement influencés par l'Égypte. Et puis le grand chanteur, donc Mohamed El-Koubbanji, qui faisait déjà une carrière commerciale, qui avait de nombreux disques 78 tours enregistrés. Et voilà, le résultat finalement n'est pas mauvais du tout, bien que ça soit donc cette fusion de 2 groupes. Grâce, il faut le dire, vraiment à la voix de Mohamed El-Koubbanji, qu'on va écouter maintenant. Vous voyez qu'on est dans un univers modal assez différent, et les sonorités aussi, bien sûr, très différentes.
Le style vocal irakien, très intéressant, avec des hoquets, des gorges. Voilà donc cet ensemble irakien. Alors, il y a une autre particularité donc, que j'ai déjà signalée tout à l'heure, mais je vais détailler un petit peu. C'est que en fait, la majorité de ces instrumentistes, et même quasiment tous, sont juifs en fait. Et alors, c'est intéressant parce que dans beaucoup de pays musulmans, comme l'Irak, mais aussi en Iran et aussi même beaucoup au Maghreb finalement, il était souvent pas bien vu en fait de jouer d'un instrument. Chanter, ça allait encore parce que il y a toujours eu la psalmodie du Coran, tout ça, mais les instruments ont toujours été plus ou moins objet de suspicion. Et donc, très souvent, les joueurs d'instruments étaient des minoritaires. Alors, il y avait des juifs, mais il y avait aussi des arméniens, il y avait des grecs, des turkmènes, certainement. Oui, même en Irak, d'ailleurs. Et voilà. Et donc là, on a le santour, bon, c'est Youssef Patao, que vous voyez là. À sa droite, le joueur de Jawza, Salah Shmaïl. Le Qanoun, c'est Youssef Zaharouf. Le joueur de Liq, c'est Ibrahim Saleh, mais en fait il s'appelle Saleh Simha. Et puis le joueur de Darbouka, c'est Moshe Shamash, donc également tous juifs en fait. Il n'y a que Mohamed Troubanji qui est musulman. Donc ça vous montre vraiment un milieu culturel et musical tout à fait divers. Et ça vous explique aussi que à partir des années 30, avec donc ce nationalisme, plus naturellement la montée en puissance du conflit israélo-palestinien, malheureusement, tous ces musiciens juifs en fait vont immigrer en Israël. Bon, en Égypte, Daoud Hosni va décéder très tôt, on l'a vu en 1937. Mais en gros, la musique arabe va perdre en fait tous ces musiciens juifs. Et ça sera une perte tout à fait dommageable et même plus catastrophique, on peut dire. Une sorte d'appauvrissement en fait à la fois culturel et humain. Et voilà, donc alors vous voyez que pour cette raison-là aussi, ces enregistrements sont tout à fait précieux. Nous allons passer donc au Maghreb. D'abord le Maroc. Le Maroc, donc, je vous le rappelle, était sous mandat français, mais le mandat français, notamment grâce à l'IOT, favorisait beaucoup les arts traditionnels, l'artisanat, mais aussi la musique. Et donc, déjà à cette époque, on avait une grande richesse d'instrumentistes, de chanteurs, et le groupe que nous allons entendre là a été
réunis, grande partie sous l'égide du sultan du Maroc de l'époque, qui s'appelait Mohamed V, et qui était lui-même un patron très très généreux pour tous ses musiciens. Alors là, il s'agit là aussi quasiment de deux ensembles qui ont été réunis. D'abord celui du joueur d'Olbab, donc de Vielle à Pique, qui s'appelait Jaebi, et puis du joueur du chanteur qui s'appelait Mohamed Choueka. Alors, bien sûr, c'est la grande tradition qu'on appelle arabo-andalouse, et la tradition donc, de la nouba. Alors, bien entendu, là, on a des disques qui font seulement 3 minutes 23. Alors, c'était un problème pour enregistrer les noubas qui, elles, faisaient des heures. Donc, on a en fait des pièces qui sont découpées. Évidemment, ça, c'est le désavantage des disques. Donc, bien sûr, dans l'édition, j'ai essayé de reconstituer vraiment la nouba. Il y a des pièces séparées, puis il y a quand même des morceaux de nouba qui sont cohérents. Et donc j'ai essayé bien sûr de restituer ça. Alors là on va avoir ce qu'on appelle un baytain. Tiens, j'entends rien. Vous l'entendez, beaucoup de syllabes non significatives. Ah non, 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 non. Pièce intéressante parce que là on entend en fait un mode qui n'est pas du tout
ni arabe, ni même vraiment andalou, qui tire un peu vers le pentatonique et qui probablement est influencé par la musique, par le chant berbère, je vois probablement un berbère ou même africain, mais plutôt berbère en fait. Alors c'est une pièce qui s'appelle un Beytayn et qui disait Salamun ala ahli, donc que la paix soit avec mes parents. Mais voilà, c'est un témoignage aussi intéressant sur le plan donc des influences culturelles. Il faut aussi dire que la délégation la délégation marocaine avait été dirigée par un personnage politique très important qui aimait beaucoup la musique et qui était Siqadour Ben Rabrit, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisqu'il a été fondateur, en fait, ou en tout cas imam de la mosquée de Paris pendant de très longues années, y compris pendant la guerre, où il a d'ailleurs protégé beaucoup de gens de l'occupant. Voilà, donc alors ça c'était le Maroc. Alors l'Algérie, alors bien sûr, il faut juste préciser que Jaribi, c'était vraiment la tradition de Fès, donc c'est quand même le cœur de la musique arabo-andalouse marocaine, et donc et également donc Choueka qui lui venait de Meknès, je crois. Alors pour l'Algérie, là nous avons un cas de figure un peu différent, puisque en fait c'est un groupe beaucoup plus local, qui a été, je ne sais pas comment il a été choisi, mais en tout cas il a été bien choisi, parce que c'était un groupe de Tlemcen. À Tlemcen, Tlemcen était vraiment le cœur de la musique traditionnelle arabo-andalouse en Algérie, et c'est un groupe quasiment familial, puisqu'il était dirigé par El Arabi Ben Sari, qui joue... Ah oui, alors j'ai eu un problème, alors je vais essayer de trouver l'image. Elle est là. Voilà, c'est bon. Merci. Donc El Arabi Ben Sari, que vous voyez là à la Vielle Bab, et son fils Radouane Ben Sari qui joue de la mandoline. Et puis autour de lui, vous avez deux autres musiciens, je ne me rappelle plus exactement les noms, mais qui jouent tous les deux de la kouitra, donc le luth traditionnel algérien, donc c'est aussi très très précieux. Et puis, non, je ne sais pas, non, c'est un joueur de violon et un percussionniste. Donc là, on a vraiment la tradition algérienne, tlemcénienne, tout à fait authentique, si on peut utiliser ce mot qui est très décrié. على بال تكون هذه الزيارة. On entend surtout la mandoline, hein, comme vous pouvez l'entendre. La mandoline et le rabab, on n'entend pas tellement les deux bruits. Dommage.
Voilà, alors évidemment on peut regretter que d'autres régions de l'Algérie n'étaient pas représentées, puisque nous avons un ami de Constantine ici, et évidemment on voit bien que là il y a eu des choix qui étaient assez arbitraires, et je pense que c'était lié aussi au fait que Constantine à l'époque n'était pas aussi connu que Tlemcen, parce qu'à Tlemcen il y avait des musicologues français qui avaient travaillé, il y avait même des juifs aussi qui avaient publié des partitions déjà très tôt, au début du XXe siècle. Et donc le Tlemcen était vraiment connu. Et bon, Constantine n'a pas du tout été représenté. Même l'école d'Alger n'a pas été. Oui, mais à l'époque, l'école d'Alger n'était pas aussi importante. Hein. Je pense qu'à l'époque, vraiment, c'était Tlemcen. Et donc, voilà, alors c'était une pièce على من تكون هذه الزيارة à qui sera le tour pour cette visite Mouachar en mode Maya. Cycle en insiraf, donc vous avez peut-être entendu un cycle rythmique assez compliqué. Et enfin, nous allons entendre la représentation tunisienne. Donc je vais retourner en Tunisie. Voilà le retrait, merci. Voilà, donc la Tunisie, donc autre orchestre aussi à la formation très intéressante et assez différente des autres. Donc là, vous voyez Khamis Ternan, qui est le musicien le plus connu, qui a eu ensuite, qui a été très actif, qui a beaucoup produit aussi, beaucoup enregistré. Donc chanteur et joueur de Oud Arabi. Comme vous voyez peut-être pas, mais c'est un instrument qui est très proche en fait de la kouitra que j'ai nommé tout à l'heure. Mais bon, c'est encore une autre tradition. Donc à Tunis, le Oud Arabi. Toujours le rbab. Donc vous voyez que à l'époque, le rbab était encore utilisé dans les trois traditions maghrébines. En plus, on a une percussion qui, par contre, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs au Maghreb, qui probablement venait de la musique militaire turque. Ça s'appelle des naqarat, et c'était très utilisé sous ce nom-là dans la musique ottomane militaire. Et alors ce groupe a été lui aussi mis ensemble, disons, pour les besoins du congrès du Caire. Mais là, comme c'était à Tunis, évidemment, il y avait le baron Rodolphe Néranger, très très actif, et avec l'aide d'autres musicologues tunisiens, donc a réuni ce groupe-là et les a vraiment encouragés à développer le répertoire traditionnel, alors que par exemple Khamis Ternan, avant en fait cette occasion-là, jouait plutôt d'autres musiques. Donc le congrès a été aussi l'occasion d'encourager certains musiciens finalement à faire une sorte de revival déjà à l'époque. Alors ce que nous allons entendre, c'est Halaftu yaminan la ahibbu siwakum, j'ai fait le serment de ne jamais aimer quelqu'un d'autre que vous. Donc là on entend bien la naqarat, percussion très délicate en fait, hein, c'est pas du tout la harmonica.
Vous allez voir la voix du chanteur très particulière. Vous avez remarqué cette voix très aiguë, ce n'est pas une voix de femme, c'est un fausset, en fait, une voix de fausset, qui à l'époque apparemment s'appelait la voix du bouc, Salted Taste. Et ben, malheureusement, ce chanteur-là est décédé quasiment la même année après son retour en Tunisie, et donc voilà, c'est un document aussi tout à fait unique, parce qu'en Tunisie, on ne chante plus du tout comme ça maintenant. Et il y avait beaucoup de voix de fausset dans le monde arabe, et malheureusement, ça a complètement disparu au XXe siècle pour des raisons culturelles et sociales diverses, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui sont très intéressantes. En tout cas, voilà, donc, alors là aussi, bien sûr, on est dans la Nouba, hein, comme en Algérie, comme au Maroc. Ici, cette pièce-là s'appelle El Abiat, donc un peu comme au Maroc, on parle des Beytain. Ici, c'est El Abiat, dans le mode Rasd-Dil. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce parcours d'écoute. Alors, qu'est-ce que nous pouvons en conclure très brièvement? Qu'est-ce que ces enregistrements nous apportent de particulier, enfin, spécialement par rapport au congrès du Caire lui-même? Comme je vous l'ai dit, et comme vous avez pu l'entendre, je vous avais dit que les musicologues du congrès du Caire s'étaient surtout intéressés à la musique savante. Alors là, on en a entendu, mais comme vous l'avez vu, ou entendu, on a pu aussi découvrir pas mal de musique populaire et de musique religieuse égyptienne, et également des musiques des minorités, donc chrétiennes, musique ottomane, des soufis, donc un autre aspect qui finalement n'avait pas du tout été traité au congrès. Et puis, bien sûr, ces musiques du Maghreb, qui ont beaucoup évolué elles aussi, et cela représente donc des documents très précieux. Et puis donc on voit bien que toutes ces musiques-là, en particulier la musique égyptienne, a évolué très vite ensuite, à partir des années 30. Et donc voilà, on a un ensemble patrimonial, disons, représentatif de la musique arabe de cette époque, et également de cette musique orientale, en fait, qui était en train de disparaître,
avec toute sa diversité culturelle, religieuse, ethnique, qui allait ensuite être en quelque sorte expurgée de ces éléments qui n'entraient pas vraiment dans le concept du nationalisme qui allait ensuite dominer. Donc c'est ça surtout qui est très précieux. Et donc c'est très important pour la mémoire collective des Arabes de savoir que finalement leur musique a des sources très diverses et que la diversité n'empêche pas l'unité, en tout cas on peut l'espérer. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses encore à dire et je suis sûr que vous aurez de nombreuses questions. Et donc on peut parler à la fois de l'Irak, du Maghreb et à nouveau de l'Égypte, bien sûr, si vous le souhaitez. Merci de votre écoute. Oui, juste un mot sur l'Égypte avec Mohamed Abdul Wahab. On peut dire qu'il a révolutionné la musique orientale arabe. Sa rencontre avec Kulthum, il a introduit dans une chanson, l'une des premières, Fakaoul, souvenez-vous de moi, donc, il a introduit la guitare. C'était la première fois que la musique arabe s'ouvre vers cet instrument-là. Et c'était le mariage entre le maestro Mohamed Abdul Wahab et Kulthum. Ce fut un succès phénoménal. Donc, il n'y a pas Mohamed Abdul Wahab, mais ça, on est dans les années 40, 50. Oui, après. Ensuite, avec Farid Latrache aussi, etc., etc. Donc, l'Égypte, elle a quelque part cette avance, cette culture musicale, cette finesse et cette sensibilité qui nourrissent le monde arabe, le Maghreb. Donc on s'inspire beaucoup de l'Égypte, de la musique syrienne, etc. Oui, tout à fait, ça a été le génie des Égyptiens, si vous voulez, effectivement, d'être d'abord au centre du monde arabe, donc ça leur donnait, disons, une certaine légitimité, ou une certaine... ils étaient dans un endroit stratégique où ils pouvaient à la fois prendre de tous les Arabes et en même temps leur donner également. Mais il faut dire aussi, ce qui est très intéressant, c'est l'ouverture de l'Égypte à l'époque, dès la moitié du 19e siècle, enfin, dès même le début du 19e siècle grâce à Mohamed Ali, et ensuite au Khedive Ismail qui a accepté de faire creuser le canal de Suez, qui a ouvert l'Opéra du Caire en 1871, qui donc accueillait beaucoup de musiciens étrangers, notamment beaucoup d'Italiens, par exemple, évidemment Verdi qui a créé Aida au Caire en 71. Et donc effectivement, oui, l'Égypte était très ouverte à la fois culturellement, mais aussi commercialement. Et c'est comme ça d'ailleurs que les premiers enregistrements de disques commerciaux ont eu lieu en Égypte dès 1904-1905. Et que effectivement, donc l'Égypte était largement ouverte sur l'étranger. Et en même temps, naturellement, ils écoutaient aussi des disques 78 tours qui venaient d'Europe, d'Italie et même très très vite d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Et en fait, on dit que le grand orchestre arabe, disons, effectivement type Kulthum, Abdel Wahab et autres, est très influencé, est autant influencé par l'orchestre de jazz nord-américain que par l'orchestre philharmonique, disons, européen, quoi, vous voyez. Donc là, il y a effectivement un jeu d'influence extraordinaire. Oui, bonsoir. En fait, il s'agit donc d'un congrès
congrès, je suis loin. Il s'agit d'un congrès donc, de musique arabe avec pas mal de musicologues. Ma question, c'est la suivante. Y a-t-il des décisions importantes prises par ces musicologues suite à toutes ces écoutes, suite à cette diversité de groupes de musique? C'est vraiment des décisions importantes qui étaient prises. Est-ce qu'elle était finalement positive ou négative par rapport à l'évolution de l'histoire de cette musique? C'est ma question principale. Après, juste, j'ai une petite remarque parce que je viens d'écouter, c'est que il me semble qu'en Kalsoum, Abdoulaye, ce sont les musiciens les plus médiatisés, mais à l'époque, ils étaient assez jeunes, ils démarraient leur carrière, donc je pense que ça ne sert à rien qu'on insiste trop sur ces sujets de Kalsoum et Abdoulaye, parce que voilà, c'est plus aussi dans un but commercial. C'est vrai, il y a la guitare, il y a l'accordéon, etc. Il y a pas mal d'autres instruments qui rentrent, n'est-ce pas? Je suis pas d'accord, excusez-moi. Attendez, je vais quand même répondre à monsieur. Oui, alors donc votre question évidemment elle est très importante, c'est-à-dire quelle influence a eu le Congrès et quelles décisions ils ont prises et éventuellement quelle influence celle-ci aurait pu avoir sur la suite des événements. Alors, il faut savoir que le grand débat tournait autour, c'était une question assez théorique, disons, qui était la question des échelles. Grande question parce que, comme vous le savez peut-être, enfin certains d'entre vous du moins, la musique arabe orientale, disons, est construite sur des modes. Ces modes sont construits sur des intervalles qui ne sont pas seulement des intervalles de ton ou de demi-ton comme dans la musique occidentale, mais également de quelque chose qu'on peut appeler un trois quarts de ton. Bon. Au lieu d'avoir un mi bémol ou un mi bécard, on a un mi qui est entre les deux. Mais, alors ça déjà c'est un peu compliqué, mais on ne s'arrête pas là, parce que les gens de Damas, les gens d'Alep et les Turcs ont ce mi moyen qui est entre le bémol et le bécard, ils l'ont chacun à une hauteur différente. Donc vous imaginez bien que c'est pas facile de se réunir et d'arriver à jouer ensemble, de faire jouer ensemble tous ces gens-là. Et donc l'idée, quand on dit aussi congrès de musique arabe, c'était effectivement de réunir ces arabes-là qui avaient ces divergences-là pour essayer de trouver un terrain d'entente. Alors il y a eu beaucoup de discussions, on a fait des mesures des intervalles, et on est arrivé en fait à rien, parce qu'effectivement, chaque fois qu'on mesurait une tradition différente, on s'apercevait qu'ils n'avaient pas tout à fait la même hauteur. Alors les Égyptiens, eux, justement, qui avaient un côté volontariste et politique, enfin, qui voulaient absolument avoir des résultats, en gros, ont décidé que, tant pis, même si le Congrès n'est pas d'accord, nous, on fait les mi moyens de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire le trois quarts de ton. Donc, pardon. Et donc l'idée c'était, puisqu'on a des trois quarts de ton, on peut diviser l'échelle, non pas en 12 demi-tons, mais en 24 quarts de ton. Et donc, finalement, la musique orientale, elle est encore plus riche que la musique occidentale, puisqu'elle a 24 quarts de ton au lieu de 12 demi-tons. Donc il y avait un côté comme ça, disons un petit peu de surenchère, qui a mené les Égyptiens à cette théorie-là, qui est finalement une théorie complètement arbitraire, et qui ne correspondait pas vraiment à la pratique de l'époque. Mais alors, il faut reconnaître que le temps passant, le Congrès, et enfin en tout cas les musicologues égyptiens ayant créé des institutions, des conservatoires pour enseigner, etc., finalement, l'idée a fait quand même son chemin, et on peut dire que maintenant, en grande partie, c'est passé dans les mœurs en Égypte, on chante à peu près de cette manière-là. Quoique, je dirais que souvent les instruments jouent ces hauteurs-là, et puis les chanteurs, des fois, continuent à chanter quand même de manière un peu moins orthodoxe. Mais alors, il y avait d'autres questions au Congrès, pour répondre à la question de monsieur. Il y avait donc le violon, je vous l'ai dit, donc on a proposé d'introduire le violon dans l'orchestre arabe, et ça a été accepté. Par contre, il y avait aussi des propositions d'introduire un piano à trois quarts de ton.
Alors ça c'est tout à fait passionnant parce qu'il y a eu plusieurs inventeurs de piano à 3/4 de ton qui ont proposé leurs instruments, enfin leurs prototypes, et ça n'a pas été accepté par le Congrès. En revanche, bon, et ça n'est pas entré non plus dans les mœurs parce que c'était tellement compliqué, parce que ça demandait en fait, disons, une production industrielle spécifique pour les Arabes, et donc il aurait fallu, pour que ça marche, qu'il y ait, je ne sais plus, 120 commandes du premier coup pour que ça soit rentable pour les fabricants. Parce qu'ils étaient arrivés vraiment jusqu'à faire des devis, et malheureusement il n'y a pas eu ces commandes, et donc ça n'a pas marché. Mais en même temps, comme vous le savez, dans les années 70, le synthétiseur est arrivé, les synthés et tout ce qui a suivi après. Et donc là, on a réussi en fait à faire des 3/4 de ton facilement sur des instruments à clavier, et ça s'est imposé tout naturellement. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire très brièvement sur l'influence du Congrès ou la non-influence sur la musique arabe qui a suivi. Moi, je voulais juste faire une petite remarque en parlant des apports aussi des Italiens. Il y avait aussi l'apport d'un grand pays qui est très très riche musicalement parce qu'il a la chance d'être un peu à cheval entre l'Orient et l'Occident. C'est les musiciens grecs. Parce qu'on oublie la Méditerranée. Qui dit Méditerranée dit aussi beaucoup de sons qui viennent de partout, en fait de tous au partour. Donc les Grecs, quand on écoute le rebetiko, on trouve très vite les influences qui viennent d'Orient, mais aussi les influences d'Occident, d'où la richesse, parce que l'Égypte n'était pas seulement ouverte sur les Italiens, tout à fait, Alexandrie est quand même une ville qui est tout à fait, et donc il est important, mais aussi pas seulement l'Égypte, parce que qui dit Tunisie dit aussi les marins qui viennent de Napoli, mais aussi qui dit Algérie, parce qu'il faut savoir que le mandol est né aussi avec une influence, c'est un artisan napolitain qui a fait, tout à fait, et donc, mais aussi la Méditerranée a toujours été un terrain d'échange musicalement, puisqu'on retrouve des chants qui sont chantés, par exemple, dans le chabi algérien, qui ont été récupérés par le chabi algérien, mais qu'on retrouve, c'est des chants qui existent aussi en Sicile, des chants de travail. Donc voilà, il est important, je pense, d'insister sur ça, et c'est ce qui fait en fait la richesse de la musique. Après, ma petite remarque, c'est que je pense que les mouachah existaient déjà avant l'Andalousie, parce que faut savoir qu'il y avait quand même une musique dans ce qu'on appelle la Mésopotamie, qui est une des régions aussi où est née la civilisation. Donc il est important, je pense que le mouachah s'est enrichi en Andalousie avec d'abord un apport berbère, mais aussi l'apport des musiques qui existaient déjà à l'époque là-bas. Donc voilà, c'est juste pour dire que les influences, c'est en musique, voilà, bah oui, qui dit l'Irak dit Zaliab qui est venu de là. Donc voilà, c'était ma petite remarque, mais sinon merci pour. Merci. Non, mais disons, bon, sur la variété et le rôle des Grecs, là, vous avez entièrement raison. Sur le mouachar, je serais plus nuancé parce que, quand même, on connaît, si vous voulez, les premiers compositeurs de mouachar, les premiers poètes, et c'est quand même le 9e siècle, dans l'Andalousie. Et, disons, il y a eu énormément de productions poétiques documentées, aussi bien à Bagdad qu'en Andalousie, et on ne trouve pas de mouachar avant le 9e siècle. Donc c'est un fait historique intéressant. Ouais. Si je peux me permettre, on a eu une conférence sur la musique arabo-andalouse, et justement c'était sur le terme exact que vous pouvez retrouver sur internet, qui a eu lieu la semaine dernière, qui est en ligne, qui aborde un peu ce sujet-là. C'était assez intéressant. Qui fait quoi, sur les mouachars aussi, il faut signaler quand même qu'ils ont fait l'objet
disons, une production un peu légendaire, parce qu'il y a Ziryab aussi, donc Ziryab est venu de Bagdad, il a apporté plein de choses, y compris d'ailleurs non seulement la musique, mais la cuisine, la manière de s'habiller, etc. Donc c'était un personnage extraordinaire et qui du coup a donné aussi lieu à la création de légendes qui sont très intéressantes d'ailleurs. Et du coup les Mouachars ont été un petit peu pris dans ce maelstrom légendaire également. Il y avait monsieur qui voulait merci beaucoup pour ce très bel exposé. Une ou deux questions assez terre à terre. Toute la documentation sur ce qui s'est passé pendant le congrès, la composition des groupes, comment on les a réunis, etc., elle est disponible comment? Ça a été imprimé? Oui, c'est une bonne question. Oui. Et ensuite, les enregistrements eux-mêmes, leur arrivée à la BNF, leur numérisation, cet aspect, disons. Oui, d'accord. Alors, l'arrivée des enregistrements à la BNF, en fait, c'est assez simple. C'est que, comme il y avait des Français qui étaient venus au Congrès, ils ont tout naturellement eu un exemplaire des enregistrements qui leur a été envoyé par le roi. Et c'était, à l'époque, c'était le musée de la parole, et la BNF a hérité du musée de la parole. Donc elle avait depuis très longtemps cet exemplaire complet des disques 78 tours. En ce qui concerne la numérisation, elle a été faite il y a déjà pas mal de temps, puisqu'ils avaient commencé à faire le coffret paru à l'Institut du monde arabe en 88. Mais c'est ensuite qu'ils ont retravaillé dessus, et notamment grâce à des logiciels de nettoyage qui peuvent maintenant, depuis disons, les années 2000, c'est beaucoup plus facile de travailler de manière numérique, et donc ça a aussi beaucoup bénéficié à la présente édition, parce que bien sûr on ne pouvait pas faire ça avant, et donc il y a beaucoup de cracks, il y a des bruits de voitures, il y a des bruits, plein de bruits qui auraient pu être à peu près enlevés sans nuire à la qualité de l'enregistrement. Et alors en ce qui concerne la documentation, il faut savoir qu'à l'époque il y a un gros volume qui s'appelle le recueil des travaux du Congrès, un en arabe et un en français, vraiment des très gros volumes de 600-700 pages, qui sont parus et donc qui ont été diffusés là aussi de manière très confidentielle, mais enfin il y en avait dans les bibliothèques. Et donc on a par exemple la première liste de tous ces enregistrements. Mais la documentation est très faible, enfin il n'y a pas, on ne décrit pas forcément les modes, on ne dit pas quel rythme était utilisé, la poésie est souvent présentée avec des fautes. Donc voilà, il y avait une documentation de base, mais il fallait aller quand même beaucoup plus loin pour faire quelque chose de présentable et qui soit vraiment utile. Et puis également dans ce livret, bon, qui fait quand même 250 pages en 3 langues, il y a aussi par exemple des informations ethnographiques notamment sur les musiques populaires et religieuses, qu'il n'y avait pas du tout évidemment dans ces premiers recueils qui datent de 1933, juste après le Congrès, donc 1933. Et toutes les informations sur la composition des groupes, leurs origines? Là aussi, on n'avait pas les noms, il a fallu vraiment faire des recherches. Donc ça, c'est mon collègue regretté, donc Bernard Moussali, qui avait fait l'essentiel du travail. Et puis, bon, les collègues aussi qui ont fait ce volume après le colloque de 1989. Donc je m'en suis aussi inspiré. Et puis, bon, il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait complètes. J'ai quand même complété pas mal de choses. Mais bon, il faut toujours le rappeler, c'est le travail de Bernard Moussali, donc grand historien de la musique, qui est disparu vraiment trop tôt. Ah oui, c'est Wassim d'abord, et puis il y aura aussi. Merci beaucoup. Ma question, c'est sur l'Irak, s'il vous plaît.
il y avait beaucoup, je pense, de musicologues égyptiens, bien sûr, et aussi des Syriens comme Darwish et Ahmed Oferi, mais il y avait des musicologues irakiens ou... Bah non, ça n'existait pas, hein, faut le reconnaître, il n'y avait pas de musicologue au sens strict. D'ailleurs, même en Égypte, quand on dit les musicologues égyptiens, en réalité, il y avait Mahmoud El-Hafni qui avait fait sa thèse sur El-Kindi en Allemagne. Les profs de l'Institut. Oui, mais ça, c'était des musiciens, en fait. Hein, Mustapha Rida, on l'a vu. Mais c'était des musiciens, en fait. Hein. Donc, il n'y avait pas beaucoup de musicologues, c'était très rare. Il y avait des gens qui écrivaient sur la musique. Il y avait Alexander Chalfoun, qui était un Syro-Libanais qui vivait en Égypte, mais qui faisait peur à tout le monde parce qu'il n'était pas d'accord avec justement la fameuse échelle tempérée égyptienne. Donc du coup, il n'a pas été invité. Et en dehors de ça, il n'y avait pas de musicologue. En Irak, il n'y avait pas de musicologue. Au Maghreb non plus. Enfin, il y avait des musiciens. Bon, il y avait sûrement des gens très connus et pas très connus, mais très compétents, mais qui n'étaient pas reconnus comme des savants. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur la relation avec la musique européenne ancienne qui existait avant le tempérament égal? Donc c'était une musique, on peut dire, c'était une musique modale aussi, qui existait en Europe. Et en fait, est-ce que lors de ce congrès, est-ce qu'il y a eu une réflexion là-dessus? C'est-à-dire que faire le lien entre les deux, quoi. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mahmoud El-Hafni en parle un petit peu dans son introduction. Après, Farmer a écrit là-dessus aussi, mais pas beaucoup, il faut le reconnaître. Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison, ça serait à faire. Parce que maintenant, la musique ancienne revient beaucoup. Oui. Musique Renaissance, baroque, médiévale, tout ça. D'ailleurs, ils utilisent des ouds orientaux, et des rabecs, et tout ça. Pour l'oud, c'était pas populaire dans cette époque en Irak. Vous avez dit que c'était l'influence. Oui, c'était totalement nouveau. Hein. Ça datait. Alors, c'était les années 30, donc ils avaient déjà entendu le oud égyptien depuis 20 ans, mais il n'y avait pas de oud, quasiment pas de oud en plus, parce qu'évidemment il y en avait eu avant, mais il y en avait quasiment plus en Irak, en tout cas pas dans le Tchadri Bardadi. Donc oui, il y a beaucoup de... On se fait beaucoup d'idées toutes faites parce qu'on juge beaucoup les choses selon la période actuelle. Et évidemment, depuis Mounir Bachir, on considère que l'Irak était la patrie du oud, mais non. Vous voyez ce que... Et d'ailleurs, Mounir Bachir était l'élève lui-même de musiciens qui eux-mêmes venaient de Turquie, en fait. Donc oui, il y a beaucoup de... Alors ça, c'est un de mes grands, chevaux de bataille, c'est que je considère que, moi je suis plutôt ethnomusicologue, mais je considère que la musique arabe a vraiment à faire un gros effort d'histoire de la musique, d'histoire de la vie musicale, d'histoire des formes musicales, des modes, des instruments, et aussi de la vie musicale, la vie sociale et musicale, toute cette multiplicité, cette diversité culturelle dont on a parlé, etc. Et puis la manière dont on produisait la musique, le professionnalisme par exemple, ou l'amateurisme. Voilà, on a vraiment beaucoup à apprendre sur l'histoire de la musique arabe, et il y a encore tellement de choses à faire, vous le savez bien, parce que vous préparez quelque chose aussi. Voilà. Thomas ? Merci. Donc la BNF possède une intégrale des 1078 tours qui ont été enregistrés. Je crois que c'est le cas aussi du musée Guimet à British Library. Est-ce qu'indépendamment de ces intégrales qui se trouvent dans des institutions, est-ce que ça a été vendu dans le commerce? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que, alors, il faut dire aussi qu'il y avait certains musiciens qui avaient des exclusivités avec leur maison de disques. C'était le cas notamment de Mohamed El-Khobanji. Donc ils ne voulaient pas que ça soit diffusé. Et ils étaient plusieurs, je pense qu'il y avait aussi certains maghrébins.
Et donc ils avaient demandé expressément à ce que ça ne soit pas diffusé commercialement. Et donc il y a seulement, à ma connaissance, 4 exemplaires, donc un effectivement à la British Library, un au musée Guimet mais qui n'est pas complet, et un à Berlin, bien sûr, à la Phonothèque de Berlin, et un à l'Institut de musique arabe du Caire. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y est encore. Donc ça fait 5 exemplaires, et puis il y en avait sans doute un chez le roi, 6. Je ne sais pas si d'ailleurs qu'est-ce qu'il est devenu cet exemplaire. Enfin bon voilà, c'est vraiment de l'archéologie. Hein. C'était enregistré directement sur 78 tours ou bien... Non, c'est-à-dire qu'on enregistrait des matrices, on les envoyait à Londres, c'était transformé en disque et ensuite ça repartait au Caire pour être écouté. C'était avant l'époque du film magnétique. Oui. C'était sur matrice, voilà, et il y en a qui se sont cassés, donc on sait qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'exemplaires qui sont cassés, donc là aussi il y a des regrets, et puis en même temps il y a aussi des enregistrements qui n'ont pas été conservés, enfin qui n'ont pas été retenus pour le recueil officiel, donc il y a aussi des collectionneurs privés qui ont des exemplaires non autorisés, donc là il doit y avoir des choses très intéressantes aussi, mais il faudra faire des recherches. Thomas, je compte sur vous aussi pour m'aider si vous avez quelques découvertes miraculeuses, on ne sait jamais. On a une dernière question peut-être. C'est vrai qu'on a entendu des récits vraiment très élogieux, mais est-ce qu'il y avait en ce moment-là, au Caire, bien sûr, c'était le pays le plus important dans le monde arabe, est-ce qu'il y avait une controverse à la fois artistique, c'est-à-dire discussion vraiment entre musicologues européens ou avec d'autres musiciens arabes, et une critique vraiment aussi au niveau politique, parce que les années 30, c'était un moment très très important, pas seulement dans le monde arabe, mais à travers toute l'histoire européenne. Et voilà, donc ça m'intéresse beaucoup de savoir. Tout ce qu'on a dit, c'est vraiment très élogieux. L'ensemble de tous ces musiciens qui viennent de différentes classes, différentes religions, différentes cultures et qui sont ensemble à jouer. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il y avait vraiment une réponse à le pourquoi exactement en Égypte en ce moment-là, le pourquoi de ces amoureux de la musique, que ce soit occidentaux, qui ont vraiment décidé de faire ce congrès-là, ou bien ce congrès-là au Caire. Et en même temps, à l'intérieur du monde arabe, est-ce que ça suscitait vraiment dans la presse ou certains intellectuels arabes, parce qu'il y en avait tellement à l'époque très connus, Abbas Mahmoud Aqad, Taha Hussein, etc., tous ces gens-là qui étaient à la fois des grands intellectuels et en même temps des grandes consciences du monde arabe et de l'Égypte à l'époque, est-ce qu'il y avait quelque chose? Oui, si vous voulez, bon, c'est ce que j'ai déjà évoqué un peu pour les débats sur l'échelle musicale et sur les instruments. Donc il y avait tous ces débats-là très vifs au Congrès. Il y avait vraiment les partisans de la tradition, les partisans du modernisme, et c'était à couteau tiré. Comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, il y avait ce musicologue Iskander Chalfoun qui lui était contre l'échelle musicale tempérée à 24 quarts de ton, et donc les gens de l'Institut de musique orientale ne voulaient pas l'inviter parce qu'ils avaient trop peur de lui et qu'il fasse une esclandre lors du congrès, etc. Et donc il y avait tous ces débats, effectivement, entre, en gros, traditionnalistes et modernistes. Et c'était, en Égypte, en tout cas, ça a eu un écho énorme, puisqu'on a un dossier de presse très important, où on voit les journalistes intervenir, plein de gens de la société civile, prendre position, etc. etc. Mais je dirais que c'était vraiment en Égypte. Je pense qu'à l'extérieur de l'Égypte, peut-être un peu en Tunisie, parce qu'il y avait le baron qui était très actif, mais je pense que sinon, ailleurs, ça n'a pas eu énormément d'écho. Par contre, ça a eu un écho, si vous voulez, a posteriori,
Parce que, par exemple, au Maroc, en 1939, il y a eu un congrès de musique marocaine, donc qui était à l'évidence copié un peu sur le congrès de musique arabe, même s'il a eu une coloration assez différente. Mais voilà, on sent bien que cet événement a eu des conséquences et une influence. Mais elle est encore difficile à identifier, il faut que les historiens travaillent, comme je le disais tout à l'heure. Il y a encore une dame qui voudrait parler. Eh bien, merci à tous. Il y a une dame qui voudrait parler là tout au fond. On va quand même pas la censurer, la pauvre. Ah non, vous ne voulez pas parler, non, je croyais que vous faisiez le reste. Excusez-moi. Voilà. Donc, merci à Jean Lambert donc, pour cet exposé passionnant et puis ces musiques passionnantes aussi. Nous, à la médiathèque, nous n'en avons pas tout à fait fini avec Ibn Battuta. Alors, on n'a plus de conférence maintenant, on a des spectacles. Alors, on va faire une petite pause là parce que c'est les vacances des actions scolaires. On va reprendre dès le jeudi 23 février. Donc, on aura un spectacle qui s'appelle Mets les voiles, l'art du drapé d'une chorégraphe voyageuse. Bon, c'est un petit peu difficile pour moi d'expliquer le concept, mais bon, vous avez une danseuse, conteuse, donc qui va tourner à la fois autour du concept du voile, alors dans toutes ses exceptions possibles. Et je crois d'ailleurs que c'est un spectacle participatif, si j'ai bien compris. Je ne sais pas trop dans quel sens, mais venez, vous verrez. Ça c'est le 23 février. Le lendemain, nous allons quitter le monde arabe, nous allons plutôt aller dans le monde persan. Nous aurons 1 heure avec Rumi, donc le grand poète persan, avec des lectures de textes en persan et en français, et puis un accompagnement musical au Tatar, qui est le turc du luth iranien. Voilà, ça en collaboration avec l'association Education for Way. Et puis le samedi 25 février, juste avant le démontage de l'exposition, enfin, on sort les vinyles qui sont dans les vitrines et puis on va les écouter tous ensemble ici dans cette salle toute l'après-midi du 25 février. Voilà, on vous servira du thé. J'aurais bien aimé être là, vraiment. Voilà, donc on écoute, on en discute et tout ça de façon un petit peu très, très conviviale encore une fois. Voilà, eh bien je vous remercie. Merci à vous et merci à tous pour vos questions passionnantes. Thank you.